Chapitre 25. Tom était de nouveau le héros du jour. Les vieux ne juraient que par lui. Les jeunes crevaient de jalousie. Son nom passa même à la postérité car il figura en bonne place dans les colonnes du journal local. D'aucuns prédirent qu'il serait un jour président des États-Unis, à moins qu'il ne fût pendu d'ici là. Comme toujours, l'humanité légère et versatile rouvrit tout grand son sein au pauvre Muff Potter, et chacun le choya tant et plus, après l'avoir traîné dans la boue. En fait, cela est tout à l'honneur de notre bas monde, et par conséquent, nous n'y trouvons rien à redire. Dans la journée, Tom exultait et se réchauffait au soleil de sa gloire. Mais la nuit, Joe l'Indien empoisonnait ses rêves et le regardait de ses yeux effrayants où se lisait une sentence de mort. Pour rien au monde, Tom n'eût voulu mettre le nez dehors une fois la nuit tombée. Le pauvre Huck était dans les mêmes transes, car, la veille du verdict, Tom était allé trouver l'avocat de Potter et lui avait tout raconté. Huck mourait de peur qu'on arrivât à connaître son rôle dans l'affaire, bien que la fuite précipitée de Joe l'Indien lui eût épargné le supplice d'une déposition devant le tribunal. Tom avait obtenu de l'avocat la promesse de garder le secret, mais jusqu'à quel point pouvait-on se fier à lui? Cela restait à voir. D'ailleurs, la confiance de Huckleberry dans le genre humain était sérieusement ébranlée depuis que Tom, poussé par sa conscience, avait rompu un serment solennel scellé dans le sang. Chaque jour, les témoignages de gratitude de Muff Potter mettaient du baume au cœur de Tom, qui se félicitait d'avoir parlé. Mais la nuit, comme il regrettait de ne pas avoir tenu sa langue. Tantôt il aurait tout donné pour apprendre l'arrestation de Joe l'Indien. Tantôt il redoutait que le coupable ne fût pris. Il savait qu'il ne serait jamais tranquille tant que cet homme ne serait pas mort et qu'il n'aurait pas vu son cadavre. On eut beau promettre une récompense à celui qui le trouverait. Des battues eurent beau être organisées, Joe l'Indien échappa à toutes les recherches. L'une de ces merveilles ambulantes, de ces sages omniscients, un détective, vint exprès de Saint-Louis. Il fora son nez partout, hocha la tête et, comme tous ses semblables, finit par découvrir une piste. Par malheur, en cas de crime, ce n'est pas la piste que l'on conduit à la potence. Si bien que, une fois sa trouvaille faite, notre détective regagna ses pénates, laissant Tom aussi inquiet qu'auparavant. Néanmoins, les jours s'écoulaient et, avec eux, diminuaient peu à peu les appréhensions de notre héros. Chapitre 26. À un moment donné de son existence, tout garçon digne de ce nom éprouve un besoin irrésistible de s'en aller à la chasse au trésor. Un beau jour, ce désir s'empara donc de Tom Sawyer. Il essaya de rejoindre Joe Harper, mais ne le trouva pas. Il se rabattit sur Ben Rogers, mais celui-ci était à la pêche. Enfin, il songea à Huck Finn, dit les Mains Rouges. Tom l'emmena dans un coin désert et lui exposa son projet loin des oreilles indiscrètes. Huck accepta d'enthousiasme. Huck acceptait toujours de participer aux entreprises qui promettaient de l'amusement et n'exigeait point de capitaux, car il possédait en surabondance cette sorte de temps qui n'est pas de l'argent. « Où allons-nous chercher ?» demanda Huck. « Oh, n'importe où. »« Quoi, il y a des trésors cachés dans tous les coins ?»« Non, évidemment. Les trésors ont des cachettes, toujours très bien choisies, quelquefois dans une île déserte, d'autres fois dans un coffre pourri enfoui au pied d'un vieil arbre, juste à l'endroit où l'ombre tombe à minuit, mais le plus souvent sous le plancher d'une maison hantée. » « Qui est-ce qui les met là ? » « Des voleurs, voyons. En voilà une question. Tu te figures peut-être que ce sont les professeurs de l'école du dimanche qui ont des trésors à cacher ? Je n'en sais rien. En tout cas, si j'avais un trésor, je ne le cacherais pas. Je le dépenserais et je m'offrirais du bon temps. Moi aussi. Mais les voleurs ne font pas comme ça. Ils enfouissent toujours leurs trésors dans le sol et les y laissent. Ils ne viennent jamais les rechercher ? Non. Ils en ont bien l'intention, mais en général, ils oublient l'endroit exact où ils ont laissé leur butin. Ou bien, encore, ils meurent trop tôt.
De toute manière, le trésor reste enfoui pendant un certain temps. Un beau jour, quelqu'un découvre un vieux papier jauni sur lequel toutes les indications nécessaires sont portées. Il faut te dire qu'on met une semaine entière à déchiffrer le papier parce qu'il est couvert de signes mystérieux et d'hiéroglyphes. Quoi? D'hiéroglyphes. Tu sais, ce sont des dessins, des espèces de trucs qui n'ont pas l'air de signifier grand-chose. Tu as trouvé un de ces papiers-là, Tom? Non. Eh bien alors, comment veux-tu dénicher ton trésor? Je n'ai pas besoin de documents pour ça. Les trésors sont toujours enterrés quelque part dans une île, ou sous une maison hantée, ou au pied d'un arbre mort. Ce n'est pas sorcier. Nous avons déjà exploré un peu l'île Jackson. Nous pourrons recommencer à la rigueur. Il y a aussi la maison hantée, auprès de la rivière de la maison morte, comme on l'appelle. Quant aux arbres morts, il y en a des tas dans le pays. On peut trouver un trésor sous chacun de ces arbres. Tu n'es pas fou. Comment vas-tu savoir sous lequel il faut creuser? Nous les essaierons tous. Ça va prendre tout l'été. Et après, suppose que nous trouvions une cassette avec une centaine de beaux dollars rouillés, ou bien un coffre rempli de diamants. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Les yeux de Huck se mirent à briller. Oh, ce sera épatant. Moi, je prendrai les 100 dollars et toi, tu garderas les diamants. Ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, mais je te parie que tu ne cracheras pas sur les diamants. Il y en a qui valent au moins 20 dollars pièce. Non, sans blague. Bien sûr, tout le monde te le dira. Tu n'en as jamais vu? Je ne crois pas. Pourtant, les rois les ramassent à la pelle. Tu sais, Tom, je ne connais pas de roi. Je m'en doute, mais si tu allais en Europe, tu en verrais à foison. Il en sort de partout. D'où sortent-ils? Et ta sœur, ils sortent de nulle part? Alors pourquoi tu dis ça? Zut, c'est simplement pour dire que tu en verrais beaucoup, comme ce vieux bossu de Richard. Richard qui? Il n'avait pas d'autre nom. Les rois n'ont qu'un nom de baptême. Sans blague, je t'assure. Remarque, si ça leur plaît, Tom, tant mieux, mais moi je n'ai pas du tout envie d'être roi et de n'avoir qu'un nom de baptême, comme un nègre. Mais dis donc, où vas-tu commencer à creuser? Je n'en sais rien. Qu'en dirais-tu si nous attaquions d'abord le vieil arbre de l'autre côté de la rivière de la maison morte? Ça me va. Après s'être armés d'une pelle et d'une pioche, nos deux gaillards se mirent en route. Le vieil arbre était bien à 5 ou 6 kilomètres de là. Ils y arrivèrent, suants et haletants, et se couchèrent aussitôt dans l'herbe pour se reposer et fumer une pipe. « Moi, ça me plaît beaucoup, cette expédition-là, » déclara Tom. « Moi aussi. » « Dis donc, Huck, si nous dénichions un trésor ici, qu'est-ce que tu ferais de ta part? » « Eh bien, je m'offrirais une bouteille de limonade et un gâteau tous les jours, et j'irais à tous les cirques qui passent dans le pays. Je te prie de croire que je ne m'ennuierais pas. Mettrais-tu un peu d'argent de côté? Pourquoi faire? Pour avoir de quoi vivre plus tard, tiens. Oh, ça ne sert à rien, les économies. Moi, si j'en faisais, papa débarquerait ici un de ces jours et me les raflerait. Je t'assure qu'elles ne seraient pas longues à fondre. Et toi, Tom, qu'est-ce que tu ferais de ta part? Eh bien, j'achèterais un nouveau tambour, une vraie épée, une cravate rouge, un petit bouledogue, et je me marierais. Te marier? Pourquoi pas? Tom, tu n'as pas reçu un coup sur la tête par hasard? Attends un peu et tu verras si je suis fêlée. Mais enfin, c'est la plus grande bêtise que tu puisses faire. Regarde maman et papa, ils passaient leur temps à se battre. Je m'en souviens, tu sais. Ce n'est pas la même chose. La femme que j'épouserai ne se battra pas avec moi. Tom, moi j'ai l'impression que les femmes sont toutes les mêmes. Tu ferais bien de réfléchir un peu. Comment s'appelle la fille que tu veux épouser? Ce n'est pas une fille, c'est une demoiselle. Oh, je ne vois pas la différence. Alors, comment s'appelle-t-elle? Je te le dirai un de ces jours, pas maintenant. Tant pis. Seulement, si tu te maries, je me sentirai bien seule. Mais non, voyons, tu viendras habiter chez moi. Allez, ne parlons plus de cela, au travail. Ils peinèrent et transpirèrent pendant plus d'une heure sans aucun résultat. Une demi-heure d'efforts supplémentaires ne les avança pas davantage. « C'est toujours enfoui aussi profond que ça ?» demanda Huck.
Quelquefois, ça dépend. J'ai l'impression que nous n'avons pas trouvé le bon endroit. Ils en choisirent donc un autre et recommencèrent. Le travail avançait lentement mais sûrement. Au bout d'un moment, Huck s'appuya sur sa bêche et s'essuya le front du revers de sa manche. « Où creuserons-nous après cet arbre-là » ? « Nous essaierons celui qui se trouve derrière le coteau de Cardiff, tu sais bien, auprès de chez la veuve. » Ça ne m'a pas l'air d'une mauvaise idée. Mais est-ce que la veuve ne nous prendra pas notre trésor, Tom ? Nous creuserons dans son champ. Elle ? Nous prendre notre trésor ? Qu'elle y vienne ! Le trésor appartient à celui qui le découvre. Sur cette déclaration réconfortante, le travail reprit pendant un certain temps. Au bout d'un moment, Huck s'écria « Ah, zut ! Nous ne devons pas être encore au bon endroit. Qu'en penses-tu, Tom ?» C'est curieux, tu sais, Huck. Quelquefois, c'est la faute des sorcières. Ça doit être pour ça que nous ne trouvons rien. Penses-tu ? Les sorcières ne peuvent rien faire en plein jour. Tiens, c'est vrai. Je n'avais pas réfléchi à cela. Oh, je sais ce qui ne va pas. Quels imbéciles nous sommes ! Avant de commencer, il aurait fallu savoir où se projette l'ombre de l'arbre quand minuit sonne. C'est là qu'il faut creuser. Alors on a fait tout ce travail pour rien ? Ah, c'est charmant. Et puis il va falloir revenir ici cette nuit. Ce n'est pas tout près. Tu pourras sortir de chez toi ? Certainement. Il faut absolument venir cette nuit parce que si quelqu'un remarque les trous que nous avons creusés, il saura tout de suite de quoi il s'agit. Et le trésor nous filera sous le nez. Bon, je ferai miaou sous ta fenêtre comme d'habitude. Entendu. Cachons nos outils dans un fourré. Cette nuit-là, à l'heure dite, les deux garçons se retrouvèrent au pied de l'arbre. Ils attendirent dans l'ombre. L'endroit était désert et l'heure revêtait une solennité conforme à la tradition. Des esprits bruissaient dans les feuilles, des fantômes se glissaient au ras des herbes. Un chat aboyait au loin. Un hibou lui répondait de sa voix sépulcrale. Impressionnés, les garçons ne parlaient guère. À un moment, ils estimèrent qu'il devait être minuit, marquèrent l'endroit où se projetait l'ombre de l'arbre et se mirent à creuser. Le trou s'approfondissait de minute en minute, et les aventuriers, le cœur battant, guettaient l'instant où le fer de leur outil heurterait le bois d'un coffre ou le métal d'une cassette. Quand une pierre faisait vibrer la bêche ou la pioche, leur émotion était à son comble, et la désillusion qui suivait d'autant plus vive. « Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, Huck, » finit par dire Tom. « Nous nous sommes encore trompés. »« C'est impossible, voyons, nous avons repéré l'endroit exact où l'ombre se projetait. »« Je sais bien, mais il s'agit d'autre chose. »« Quoi ? » ?»« Nous nous sommes contentés de deviner l'heure. Comment être sûr qu'il était vraiment minuit ? » Huck laissa tomber sa pelle. « Ça doit être cela, fit-il. Il vaut mieux abandonner. Nous ne saurons jamais l'heure exacte. Et puis moi, je n'aime pas être dehors de ce côté-ci en pleine nuit. Avec toutes ces sorcières, tous ces fantômes et ces esprits qui rôdent, on ne sait jamais. J'ai continuellement l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi et je n'ose pas me retourner pour voir. J'en ai la chair de poule. » « C'est à peu près la même chose pour moi, avoua Tom. Et puis tu sais, les voleurs enterrent presque toujours un cadavre à côté de leur trésor, pour le garder. Oh, mon Dieu ! Bah oui, je t'assure. Je l'ai souvent entendu dire. Tom, je n'aime pas beaucoup me trouver là où il y a un cadavre. Ça risque toujours de mal finir. Je n'aime pas ça non plus, Huck. Suppose qu'il y en ait un au fond du trou et qu'il pointe son crâne pour nous parler. Tais-toi, Tom, c'est effrayant. Ce n'est pas impossible. Moi, je ne me sens pas plus tranquille que ça. Dis donc, Tom, si on allait essayer ailleurs. Oh, d'accord, je crois que ça vaut mieux. Tom réfléchit un instant. Si on tentait le coup dans la maison hantée, dit-il. Ah, zut, moi je n'aime pas du tout les maisons hantées. Hein. Moi, c'est encore pire que les cadavres. Un mort viendra peut-être te parler, mais il ne se glissera pas auprès de toi enveloppé dans un linceul. Ce n'est pas lui qui passera la tête par-dessus ton épaule et se mettra à grincer des dents comme font tous les fantômes. Moi, je n'y résisterai pas. D'ailleurs, personne ne peut supporter la vue d'un fantôme. C'est vrai, Huck, mais les fantômes ne se promènent que la nuit. En plein jour, ils ne pourront pas nous empêcher de creuser. Tu oublies que,
Personne n'approche de la maison hantée, pas plus en plein jour qu'en pleine nuit. C'est parce que les gens ont peur d'entrer dans une maison où un homme a été assassiné. Mais il n'y a que la nuit qu'on a remarqué quelque chose d'anormal dans cette maison. Et encore, on n'y a jamais rien vu d'autre qu'une lumière bleue qui brillait, jamais de vrais fantômes. Écoute, Tom, là où on voit briller une lumière bleue, on peut être sûr qu'un fantôme est dans les parages. Ça tombe sous le sens. Tu sais bien qu'il n'y a qu'eux qui se servent d'une lumière bleue. Oui, je sais. N'empêche qu'il ne se balade pas en plein jour et que nous serions ridicules d'avoir peur. Eh bien, entendu. Nous essaierons la maison hantée. Seulement, je t'avoue que c'est risqué. Tout en bavardant, les deux garçons avaient abandonné leur fouille et s'étaient mis à descendre le coteau. À leurs pieds, au beau milieu de la vallée éclairée par la lune, se dressait la maison hantée. Elle était complètement isolée de toute habitation. La clôture qui l'entourait jadis n'existait plus depuis longtemps. Les mauvaises herbes poussaient jusque sur le seuil. Il n'y avait plus un carreau aux fenêtres. La cheminée s'était effondrée sur le toit, dont l'une des extrémités s'incurvait dangereusement. Les deux garçons s'arrêtèrent pour regarder, s'attendant presque à surprendre le reflet d'une lumière bleue derrière une fenêtre. Puis, parlant à voix basse, comme il convenait au lieu et aux circonstances, ils prirent assez loin sur la droite pour passer au large de la maison et, reprenant leur chemin, coupèrent au travers des bois de Cardiff, avant de rentrer au village. Chapitre 27. Vers midi le lendemain, Tom et Huck retournèrent à l'arbre mort pour chercher leurs outils. Tom avait hâte d'arriver à la maison hantée. Huck était moins pressé. Soudain, ce dernier s'écria « Hé, Tom, sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui ?» Tom se livra à une récapitulation rapide des jours de la semaine et fit les yeux ronds. « Sapristi, je n'avais pas pensé à cela, Huck. »« Moi non plus, mais je me suis rappelé tout à coup que c'était vendredi. » Ça, c'est embêtant, Huck. Il va falloir faire très attention. Ça pourrait nous porter malheur de nous mettre au travail un vendredi. Tu veux dire que ça va nous porter malheur. Le vendredi, c'est toujours un jour de guigne. Tu n'es pas le premier à faire cette découverte, mon vieux. Je n'ai pas cette prétention. Seulement, ça ne change rien. C'est connu. Et puis, Tom, j'ai eu un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé de rats. C'est vrai ? Oh, c'est mauvais signe, ça. Est-ce qu'ils se battaient ? Non. Ça vaut mieux. Quand les rats ne se battent pas, ça veut seulement dire qu'il y a du grabuge dans l'air. En tout cas, il va falloir être joliment prudent. Réflexion faite, il vaut même mieux rester tranquille aujourd'hui et nous amuser. Connais-tu Robin des Bois, Huck ? Non. Qui est Robin des Bois ? Il a été l'un des plus grands hommes d'Angleterre. C'était un voleur. Oh ! Alors je voudrais bien en être un. Qui a-t-il volé ? Rien que des shérifs, des évêques, des richards, des rois et des gens de cet acabit-là. Mais il ne s'est jamais attaqué aux pauvres. Il les aimait et il a toujours partagé avec eux ce qu'il avait. Ça devait être un chic type. Je crois bien. C'était l'homme le plus noble qui ait jamais existé. Il n'y a plus de type comme ça de nos jours, tu peux me croire. Il pouvait tuer n'importe qui d'une seule main. Il prenait son arc en bois d'if et faisait mouche sur une pièce de 2 sous qu'on avait placée 2 kilomètres plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'un arc en bois d'if ? Oh, je ne sais pas. C'est une espèce d'arc. Et s'il ne faisait qu'effleurer sa pièce, il se mettait à pleurer et à jurer. Tiens, nous allons jouer à Robin des Bois. C'est un jeu magnifique. Je t'apprendrai. Si tu veux. Ainsi, les deux compères passèrent leur journée à s'amuser, mais sans cesser de jeter en direction de la maison hantée des regards impatients et d'évaluer leurs chances pour le lendemain. Quand le soleil descendit à l'horizon, ils prirent le chemin du retour à travers les grandes ombres qui s'allongeaient sous leurs pas, et furent vite dérobés aux regards par la forêt de la colline de Cardiff. Le samedi, un peu après midi, Tom et Huck arrivèrent au pied de l'arbre mort. Ils fumèrent une pipe en devisant et, sans grande conviction, allèrent creuser un peu le trou qu'ils avaient abandonné la nuit précédente, uniquement parce que Tom avait déclaré que, souvent, les gens renonçaient à tout espoir à quelques centimètres du but, et que le premier venu déterrait d'un seul coup de pelle
le trésor qu'ils avaient eux-mêmes négligé. Ce ne fut pas le cas cette fois-là, et nos deux gaillards, leurs outils sur l'épaule, partirent bientôt chercher fortune ailleurs. Lorsqu'ils atteignirent la maison hantée, chauffée à blanc par le soleil, ils furent saisis par l'atmosphère étrange et le silence de mort qui l'entourait. La sinistre désolation du lieu les impressionna à tel point qu'ils hésitèrent d'abord à entrer. Puis ils s'aventurèrent jusqu'à la porte et se risquèrent, en tremblant, à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ils virent une pièce au sol de terre battue, aux murs de pierre nue, envahie par les mauvaises herbes, une cheminée délabrée, des fenêtres sans carreaux, un escalier en ruine, et partout des toiles d'araignées qui s'effilochaient. L'oreille tendue, le souffle court, prêts à battre en retraite à la moindre alerte, ils entrèrent à pas prudents. Au bout d'un moment, ils s'habituèrent, leur crainte s'atténua. Ils commencèrent à examiner la pièce en détail, non sans admirer beaucoup la hardiesse dont ils faisaient preuve. Ensuite, l'idée leur vint de monter voir ce qui se trouvait dans les pièces du haut. C'était assez téméraire, car, en cas de danger, toute retraite leur serait coupée. Mais ils se mirent mutuellement au défi de le faire. Le résultat était prévisible. Ils posèrent leurs outils dans un coin et commencèrent la périlleuse ascension. En haut, tout n'était également que décombres. Ils découvrirent dans un coin un placard qui leur parut mystérieux. Déception, il était vide. Ayant recouvré tout leur courage, ils allaient redescendre et se remettre au travail, quand... « Chut !» fit Tom. « Qu'y a-t-il » murmura Huck, blême de frayeur. « Là, tu entends ?»« Oh, oui, oh mon Dieu, fichons le camp !»« Tiens-toi tranquille, ne bouge pas, les voilà qui arrivent. » Les garçons s'allongèrent à plat ventre sur le plancher, l'œil collé à une fissure. Ils grelottaient de peur. « Ils se sont arrêtés. Non, ils s'approchent. Les voilà. Pas un mot, Huck. Oh mon Dieu, je voudrais bien être ailleurs. » 2 hommes entrèrent. Chacun des garçons se dit en lui-même: « Tiens, je reconnais le vieux sourd et muet espagnol qui est venu au village 1 ou 2 fois ces derniers temps. L'autre, je ne sais pas qui c'est. » L'autre, qui parlait à voix basse, était un individu malpropre et couvert de haillons, dont la mise ne disait rien de bon. L'Espagnol était drapé dans un serape. Il avait d'épais favoris tout blancs, de longs cheveux qui s'échappaient de dessous son sombrero, et il portait des lunettes vertes. Les 2 hommes allèrent s'asseoir contre le mur, face à la porte. L'autre parlait toujours, mais avec moins de précaution, et ses mots se firent plus distincts. « Tu sais, finit-il par dire, j'ai bien réfléchi. Ça ne me plaît pas, c'est trop dangereux. »« Dangereux » bougonna le sourd-muet espagnol, à la grande stupeur des 2 garçons. « Froussard, va !» Tom et Huck se regardèrent, pâles d'effroi. Ils venaient de reconnaître la voix de Joe l'Indien. Celui-ci se remit à parler après une courte pause. « Voyons, ce ne sera pas plus dangereux que notre dernier coup, et, ma foi, nous ne nous en sommes pas si mal tirés. Il n'y a aucun rapport, ça se passait tout en haut de la rivière, à un endroit complètement isolé. De toute façon, personne ne saura qu'on a essayé, puisqu'on n'a pas réussi. En tout cas, ce ne sera pas plus risqué que de venir ici en plein jour. N'importe qui pourrait se douter de quelque chose en nous voyant, » déclara l'autre d'un ton désagréable. « Je le sais bien. Que veux-tu ? Je n'ai aucune envie, moi non plus, de m'éterniser dans cette bicoque. Mais je n'ai rien trouvé de plus commode après ce coup raté. Je serais bien parti hier, s'il n'y avait pas eu ces maudits gamins qui s'amusaient sur la colline juste en face de nous. » Les maudits gamins tremblèrent à cette remarque lourde de sous-entendu et se réjouirent intérieurement de ne pas avoir mis leur projet à exécution la veille. Si seulement ils avaient attendu encore 1 an. Les 2 hommes tirèrent quelques provisions d'une besace et cassèrent la croûte en silence. « Dis donc, mon vieux, » fit Joe au bout d'un certain temps, « tu iras m'attendre chez toi, au bord de la rivière ? Moi, je tâcherai d'aller voir ce qui se passe au village. Si tout se présente bien, nous liquiderons ce travail dangereux. Puis, en route pour le Texas, nous ficherons le camp tous les 2.
Entendu. Les deux hommes bâillèrent. Je tombe de sommeil, dit Joe. Je vais dormir un peu. Toi, tu monteras la garde, c'est ton tour. Il se coucha en chien de fusil sur les herbes folles et ne tarda pas à s'endormir. Son compagnon s'étira, bâilla de nouveau, ferma les yeux et, quelques instants plus tard, les deux hommes ronflaient comme des bienheureux. En haut, les deux garçons poussèrent un soupir de soulagement. « C'est le moment de filer !» glissa Tom à l'oreille de Huck. « Viens !»« Non, je ne peux pas, j'ai trop peur. Pense un peu si jamais il se réveillait. » Tom insista, Huck résistait. Tom se leva et se mit en marche lentement, précautionneusement. Dès le premier pas, le plancher vermoulu rendit un son épouvantable. Notre héros crut mourir de peur. Il n'essaya pas une seconde fois. Les deux amis restèrent là, immobiles, comptant les secondes qui se traînaient, comme si le temps s'était arrêté, cédant la place à une insupportable éternité. À un moment, ils s'aperçurent avec joie que la nuit tombait. En bas, Joe l'Indien s'agita et cessa de ronfler. Il se dressa sur son séant, regarda son camarade d'un air méprisant et lui décocha un coup de pied. « Tu parles d'un veilleur ?»« Quoi ?» fit l'autre en se réveillant en sursaut. « J'ai dormi ?»« On dirait. Dieu merci, il ne s'est rien passé. Allons, il est temps de partir. Qu'est-ce qu'on fait de notre magot ?»« Oh, je n'en sais rien. Je crois qu'il vaut mieux le laisser ici. Nous l'emporterons quand nous partirons pour le Texas. 650 $ en argent, c'est lourd à transporter. »« Tu as raison, on sera obligé de remettre les pieds dans cette baraque. Tant pis. À condition de revenir la nuit. Pas de bêtises, hein ? Écoute-moi, je ne réussirai peut-être pas tout de suite mon coup. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce serait peut-être plus prudent d'enterrer nos dollars à cet endroit. »« Bonne idée, » fit le camarade du pseudo-sourd-muet, qui traversa la pièce et s'agenouilla devant la cheminée, souleva une dalle et brandit un sac dont le contenu tinta agréablement. Il l'ouvrit, en sortit pour son propre usage 20 ou 30 $ et en donna autant à Joe, fort occupé à creuser le sol à l'aide de son couteau. En un clin d'œil, Tom et Huck oublièrent toutes leurs craintes. Leurs regards, brûlants de convoitise, ils suivaient les moindres gestes des deux complices. Quelle chance! Ça dépassait tout ce qu'il était possible d'imaginer. 650 $! Une fortune, de quoi rendre riche une bonne douzaine de leurs camarades. Plus la peine de se fatiguer à chercher. Le trésor était là, à portée de leurs mains. Ils échangèrent une série de coups de coude éloquents, comme pour se dire « Hein, tu n'es pas content d'être ici ?» Le couteau de Joe heurta quelque chose de dur. « Hé, dis donc, fit-il. Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda son camarade. « Une planche pourrie. »« Non, c'est un coffre. Aide-moi, on va voir ce que c'est. » Il plongea la main dans l'orifice qu'il avait pratiqué avec son couteau. « Oh, ça par exemple, de l'argent !» Les deux hommes examinèrent la poignée de pièces que Joe avait sortie du coffre. C'était de l'or. Tom et Huck étaient aussi émus que les deux bandits. « Attends, fit l'autre. Ça ne va pas être long. Il y a une vieille pioche toute rouillée auprès de la cheminée. Je l'ai vue il y a une minute. » Il courut à la cheminée et rapporta la pelle et la pioche abandonnées par Tom et Huck. Joe prit la pioche, l'examina en fronçant les sourcils, murmura quelque chose entre ses dents et se mit au travail. Le coffre sortit bientôt de terre. Il n'était pas bien gros. Il était cerclé de fer et avait dû être très solide avant d'être rongé par l'humidité. Les deux hommes contemplèrent le trésor en silence. « Eh bien, mon vieux, » finit par dire Joe, « il y a des milliers de $ là-dedans. » « J'ai toujours entendu dire que Murrell et sa bande avaient rôdé tout un été de ce côté-ci, » remarqua son complice. « Je le sais, c'est sûrement lui qui a enterré le coffre. Maintenant, Joe, tu peux renoncer au coup que tu as projeté. » Le métis fronça les sourcils. « Tu ne me connais pas. Ou alors tu ne sais pas la suite. Eh bien, mon vieux, il ne s'agit pas d'un vol, mais d'une vengeance. D'ailleurs, j'aurai besoin de toi. Après le Texas. Va retrouver ta femme et tes gosses et attends que je te fasse signe. Comme tu voudras.
Que va-t-on faire du coffre? On le remet en place? Oui. Joie délirante à l'étage supérieur. Non, non. Profonde déception à l'étage supérieur. J'allais oublier cette pioche. Il y a encore de la terre toute fraîche au bout. Les deux garçons devinrent d'une pâleur de cendre. Pourquoi y a-t-il une pioche ici, hein? Pourquoi y a-t-il une pelle à laquelle sont encore attachées des mottes de terre? Qui les a apportées? As-tu entendu quelque chose? As-tu vu quelqu'un? Non. Eh bien, ceux qui ont apporté la pelle et la pioche sont partis, mais ils vont revenir, et s'ils voient qu'on a remué la terre, ils creuseront et trouveront le coffre. Alors, moi, je vais l'emporter dans ma cachette. Bien sûr, on aurait dû penser à cela plus tôt. Tu le cacheras au numéro 1? Non, non, pas au numéro 1, au numéro 2, sous la croix. L'autre, c'est trop facile à découvrir. Ça va, il fait presque assez noir pour s'en aller. Joe l'Indien alla d'une fenêtre à l'autre pour regarder ce qui se passait autour de la maison. Il n'y a personne en vue, dit-il, mais je me demande qui a bien pu apporter ces outils-ci. Dis donc, ils sont peut-être en haut? Qu'est-ce que tu en penses? Tom et Huck en eurent le souffle coupé. Joe caressa le manche de son couteau, hésita un instant, puis se dirigea vers l'escalier. Les deux garçons pensèrent à aller se cacher dans le placard, mais ils n'en eurent pas la force. Les premières marches de l'escalier gémirent. L'imminence du péril redonna du courage aux deux amis, et ils allaient se précipiter vers le placard quand ils entendirent un craquement sinistre. Joe poussa un juron et dégringola au milieu des débris de l'escalier pourri. Son complice l'aida à se relever. « Ne t'en fais pas, dit-il. S'il y a des gens là-haut, qu'ils y restent. Ils ne pourront plus descendre, à moins de se rompre le cou. Il va faire nuit dans un quart d'heure. Ils peuvent toujours essayer de nous suivre. Et puis, même si on nous a vus, on nous aura pris pour des fantômes ou des diables. Ça ne m'étonnerait pas que les propriétaires de la pelle et de la pioche aient déjà décampé avec une bonne frousse. » Joe bougonna, puis tomba d'accord avec son ami. Il valait mieux utiliser le reste du jour à tout préparer pour partir. Quelques instants plus tard, son compagnon et lui se dirigeaient vers la rivière, emmenant leurs précieux fardeaux avec eux. Tom et Huck, soulagés d'un poids immense, les regardèrent s'éloigner. Les suivre? Il n'en était pas question. Ils s'estimèrent satisfaits de se trouver dans la pièce du bas, sans s'être rompus les os, comme l'avait prédit l'inconnu. Ils quittèrent la maison hantée et reprirent le chemin du village, rongeant leurs freins en silence. Ils étaient furieux d'avoir laissé derrière eux la pelle et la pioche. Sans ces maudits outils, Joe n'aurait jamais soupçonné leur présence. Il aurait enterré son or et son argent dans un coin de la pièce, en attendant de pouvoir satisfaire sa vengeance. Ensuite de quoi? Il aurait eu la désagréable surprise de voir que le trésor avait disparu. Quelle malchance! Ils résolurent d'épier l'Espagnol quand il viendrait au village et de le suivre jusqu'au numéro 2. Alors, une pensée sinistre germa dans l'esprit de Tom. « Dis donc, Huck, fit-il, tu ne crois pas que Joe pensait à nous en parlant de vengeance ?»« Oh, tais-toi » murmura Huck, qui manqua de défaillir. Ils débattirent longuement de la question. En entrant au village, ils en étaient arrivés à la conclusion que Joe avait peut-être quelqu'un d'autre en tête, ou du moins que seul Tom était visé, puisqu'il avait été le seul à témoigner. Ce fut un mince réconfort pour Tom que de se retrouver sans son ami face au danger. Un peu de compagnie ne lui aurait pas déplu.